Bonjour à tous, je m'appelle Christian Guillon, je suis le SI Manager de Forcepoint sur la France et donc je suis le backup de cette présentation. Il faut toujours un backup, ce sera moi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Forcepoint, on est une société qui représente à peu près 2700 individus dans le monde. On appartient au groupe Raytheon et Forcepoint, si vous ne connaissez pas, c'est une marque récente. C'est pour ça que vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais qui va être issue finalement de différentes acquisitions et au nom d'un objectif. Donc on représente 150 pays, on représente 13 000 clients aujourd'hui, selon les différentes solutions qu'on a à notre catalogue. La création de Forcepoint, de l'entité cybersécurité du groupe Raytheon, a été basée sur un constat. Le constat, c'est que vous avez investi massivement dans la sécurité ces 10 dernières années, très massivement, 1 milliard de dollars au niveau mondial, sur des solutions toutes plus technologiques et plus intéressantes les unes que les autres, et pourtant, 2018 a été une année, un franc succès pour les attaquants. On n'a jamais autant d'exfiltré de la donnée, on n'a jamais autant valorisé, on n'a jamais autant pénétré les bases des systèmes. Donc ce qui prouve que nous, en tant qu'éditeurs de sécurité, on a raté quelque chose. Pourquoi? Parce que finalement, si je dois vous poser la question, est-ce que vous vous sentez plus sécurisé dans votre environnement qu'hier? La réponse sera globalement non. Non. Et pas uniquement parce qu'on sait que les attaquants sont de plus en plus organisés avec de plus en plus de moyens, mais aussi parce qu'on est à la fin finalement d'un constat qui est qu'il est difficile d'identifier des réels événements de sécurité, des vraies attaques de sécurité au milieu du bruit qu'on a au quotidien. On a empilé des solutions de sécurité, encore une fois, toutes plus intelligentes que les autres. On a essayé de les faire fonctionner ensemble, on a eu après le rythme de la corrélation d'événements sécurité, et finalement, ce qu'on a réussi à faire, c'est du stockage. Et dans le meilleur des cas, on arrive à faire des analyses a posteriori, c'est ce qu'on demande aux auditeurs, mais très rarement, en tout cas avec un temps de traitement très long, on arrive à détecter les signaux faibles, à détecter les attaques quand elles se passent. Donc l'objectif, c'est de remettre ça en cause, et c'est ce qu'a souhaité faire Forcepoint, finalement, à travers sa création. Et ça s'est fait à travers 4 acquisitions majeures. La première, c'est la société WebSense, qui était plus connue dans le filtrage d'URL, qui était novatrice sur tout ce qui était cloud, web, email, et qui avait aussi compris qu'au-delà du contrôle et des différents vecteurs de communication, le point important, c'était de contrôler aussi la donnée. Donc, ils avaient acheté une société qui s'appelait Port Authority dans les années 2000, en 2001 pour être tout à fait exact, et qui permettait de contrôler ces différents canaux de données. La deuxième acquisition, ça a été Stonesoft. Stonesoft, donc c'était un pare-feu finlandais, j'y reviendrai, parce que c'est aussi la base de notre technologie Next Generation Firewall, un pare-feu finlandais qui bénéficiait de la certification ANSI et qui sera vu dans la logique de Forcepoint comme un aiguilleur sur les différentes fonctions de sécurité. Et 2 autres acquisitions, la première Skyfence sur tout ce qui est CASB, donc on va retrouver la protection des applications cloud, et la dernière acquisition, je passerai vite, Red-Hall qui est sur le comportement utilisateur, ce qu'on appelle communément le UEBA, donc le User Entity Behavior Analysis, à savoir la capacité à détecter des comportements utilisateurs anormaux. Ce qu'on appelle anormaux, ça peut être tout simplement des comportements à risque, donc ça passera par du coaching et aussi de la protection, c'est des comportements malveillants, et aussi ce qu'on appelle du sabotage. Donc concrètement, aujourd'hui, le pare-feu doit se moderniser. On était sur un pare-feu de niveau 4 qui est passé sur un pare-feu de niveau 7 dont on a adopté le terme Next Generation Firewall. L'objectif maintenant, c'est qu'il soit un aiguilleur de sécurité, qui fasse toutes les fonctions de sécurité qu'on attendait de lui par le passé, mais qui se fonde aussi dans un écosystème et qui l'aide à progresser le client au fur et à mesure dans ses ambitions de sécurité. Pour pouvoir répondre à ces besoins, on a finalement défini 4 grandes tâches. Dans ce constat, il y avait également la transformation numérique, celle dont on parle tous, et qui finalement a changé complètement la façon dont on devait voir la politique de sécurité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait déjà la mobilité de l'utilisateur, qui avait été assez difficile à gérer dans le temps, mais on a aussi aujourd'hui la mobilité de la donnée. Et donc, tous les systèmes de confiance, tout l'écosystème sur lequel on a construit nos préceptes, on doit le remettre en cause avec de nouvelles fonctions. Et c'est là où on va retrouver la force du comportement utilisateur. Donc notre objectif, à travers ces différentes acquisitions, c'est de pouvoir sécuriser, vous sécuriser de façon globale, quel que soit le vecteur de communication, quelle que soit la localisation de l'utilisateur, quelle que soit la localisation de la donnée,
avec les bons éléments. Et finalement, peu importe le dispositif de sécurité. Ce qui nous intéresse, c'est moins de vendre un produit que de répondre à un objectif. Et on se rend compte que le marché a complètement effectivement changé. On est passé beaucoup plus de la solution technologique, ce qui nous faisait finalement rêver technologiquement, comme le Next Generation Firewall quand il est arrivé. On passe aujourd'hui à des business cases. On n'est plus au service du business, on est partie intégrante du business à travers le système d'information. Donc ces 4 grands projets, c'est de sécuriser les utilisateurs et les sociétés quand elles vont dans le cloud. On sait que le principal frein, c'est la sécurité, la perte de visibilité qu'on a à mettre des données dans le cloud. Donc avoir cette capacité finalement à apporter du contrôle et de la visibilité exactement le même qu'on avait quand on était dans un système d'information fermé. Le deuxième élément, c'est de revenir sur le contrôle de la donnée. Très souvent, quand on parle à des prospects, à des clients, à des partenaires, quand on parle du mot CASB, le premier mot qui revient, c'est comment je peux sécuriser mes données qui sont dans le cloud, les sécuriser de par la surface d'exposition qui est un peu plus ouverte, mais également par des actions utilisateurs qui peuvent mettre à disposition des données directement sur Internet. Donc on considère que c'est 2 choses distinctes. Le troisième, c'est qu'à travers l'agilité, à travers la transformation numérique, l'objectif, c'est d'élargir le système d'information, ce qu'on appelle le système d'information étendu. L'objectif, ce n'est pas d'avoir une hyper-agilité au sein de l'entreprise, c'est de l'avoir également à travers les partenaires, les sous-traitants et tous ceux qui vont se connecter au système d'information et qui vont accélérer notre business. Donc avoir la capacité de contrôle par rapport à ça. Et le dernier élément, c'est finalement ce qu'on va retrouver à travers le système d'information et donc son impact sur le business, c'est des nouveaux dispositifs, des nouveaux attaquants et ce qu'on appelle communément du sabotage, à savoir des gens qui, à dessein, vont attaquer le système d'information pour nuire au business. Donc c'est synthétisé à travers ce schéma que vous allez retrouver ici. On était vraiment dans un système nord-sud. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à ce type de terme, donc on sécurisait le système d'information interne versus Internet. À travers la virtualisation, les choses ont changé. On a parlé de mouvements latéraux, on a parlé de protection est-ouest. Aujourd'hui, on n'a plus de périmètre, donc il faut retrouver des nouvelles constantes. Et ces constantes, ça va être finalement la capacité de la solution à détecter des signaux faibles. Et ces constantes, c'est l'utilisateur et la donnée. L'utilisateur n'a pas changé depuis l'origine, la donnée non plus, c'est juste leur repository qui a changé. Donc si on est capable de comprendre comment fonctionne l'utilisateur et comment il interagit avec la donnée, on sera capable de modéliser ces éléments et donc de détecter les signaux faibles qui nous permettront de protéger les sociétés. À ce titre, on a différentes solutions qui vont répondre à ce besoin. Donc selon les 3 grandes majeures que j'ai évoquées juste avant, à savoir l'adoption de la sécurité dans le cloud, la protection des données, encore une fois, quelle que soit la localisation de la donnée, et la protection de la chaîne de production, sous-entendu la protection du système d'information qui va générer finalement une agilité supplémentaire et impacter le business, on a toutes ces solutions que vous allez retrouver à notre catalogue, dont l'objectif n'est pas forcément de toutes vous les présenter, je vais me focuser après sur le rôle du pare-feu à l'intérieur. Donc sachez que vous allez retrouver des éléments tels que DataGuard, donc la capacité à travers des diodes de sécuriser des environnements très critiques, avec un contrôle applicatif et protocolaire, aller jusque dans le payload pour contrôler tout ce qui s'y passe. Le Next Generation Firewall, de façon assez traditionnelle, la faculté à pouvoir sécuriser les environnements distribués à travers du SD-WAN, le file protection, donc la capacité à faire du file sandboxing, du web, du CASB, de l'email, de la DLP, du comportement utilisateur et de l'insider threat. C'est un catalogue, mais c'est surtout finalement un certain nombre de services qui participent à un écosystème. Et l'objectif, c'est de moins de voir comme des produits, bien qu'ils soient tous autonomes entre eux, mais c'est de les voir comme finalement des composantes que vous allez pouvoir ajouter, enlever, et qui vont participer à l'écosystème en fonction de ce que vous souhaitez. Je vais maintenant me consacrer et me concentrer sur le rôle du pare-feu. Alors, juste un élément, on nous dit souvent qu'on a sous-médiatisé cette information-là. Le pare-feu, le Next Generation Firewall Forcepoint, est le seul pare-feu aujourd'hui non français, donc à côté de Storm Shield, à être qualifié par l'ANSSI. Donc c'est un élément, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, notamment parce qu'on est américain et parce qu'on souhaitait renouveler
notre contrat, donc c'est un pare-feu qui était déjà certifié il y a 7 ans et qui est certifié aujourd'hui sur une nouvelle version et qui montre notre intérêt par rapport aux autorités locales, par rapport à l'ANSSI et son rôle de plus en plus fondamental aujourd'hui pour les entreprises françaises, et de montrer qu'au-delà des tests très souvent drivés par des sociétés américaines, qu'on peut répondre aux mêmes exigences de sécurité, mais cette fois délivrées par l'ANSSI. Donc on est certifié CSPN et qualifié ANSSI, on est très fiers de l'être, et donc c'est une certification qui est arrivée cette année en janvier. Si je reviens sur le mode de fonctionnement du firewall, et donc de ce qu'on attendait de lui, comme je l'évoquais tout à l'heure, le firewall, donc on l'a connu comme un segment, un élément qui allait permettre de segmenter le réseau. Et après, derrière, à travers le trafic est-ouest, finalement, on lui a demandé de cloisonner les utilisateurs et les applications et d'être capable donc de comprendre l'application. Et c'est de là qu'est venu le terme Next Generation Firewall, qui a finalement été très mis en avant. Aujourd'hui, ce qui se passe à travers la transformation numérique, c'est que pour l'agilité du business, on souhaite finalement améliorer l'expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur, c'est quoi? C'est notamment quand on a des sites distribués, d'avoir la capacité finalement à accéder directement à Internet avec toute la scalabilité, toute la résilience, finalement quel que soit le site et ce qu'il représente, d'avoir la capacité à le faire et d'avoir la capacité à le faire de manière sécurisée, encore mieux que sécurisée, d'avoir le même niveau de sécurité que sur tout l'écosystème. C'est ce que Forcepoint, à travers la technologie Stonesoft, a toujours fait. Donc la capacité finalement à avoir des pare-feux qui se déclinent de toutes les façons, on pense souvent à l'appliance physique, mais c'est également valable pour la partie virtuelle, d'avoir la capacité finalement à avoir des extrémités qui vont répondre depuis une même console d'administration avec une même politique de sécurité qui peut être de niveau 4, de niveau 7, mais va intégrer un certain nombre de composants issus des différentes acquisitions. Puisque le pare-feu est sur le chemin d'accès, il va de fait voir toute la protection, enfin il va voir tout le trafic à Internet, donc il va voir également tout le trafic à destination des applications cloud. Donc ça peut avoir du sens finalement d'avoir des fonctionnalités de type CASB, en tout cas de protection des applications cloud directement sur les pare-feux. Également, par l'acquisition de WebSense, évidemment, il y a du sens à pouvoir intégrer tout le filtrage de sécurité, tout le filtrage web qui était issu des autres solutions. Mais on sait qu'un Next Generation Firewall, par définition, il ne pourra pas tout faire, pour des raisons de performance principalement. Et c'est là où on va retrouver sa nouvelle place et son rôle d'aiguilleur de sécurité dans l'écosystème. Son aiguilleur de sécurité, c'est de se dire que finalement, quand on parle de sécurisation web, quand on parle de sécurisation des applications cloud, on va parler finalement de base d'URL, de base de sécurité. On va rarement aller sur l'analyse dynamique, le contrôle de tout ce qui s'y passe et le contrôle des applications cloud, pour des raisons principalement de performance, parce que c'est difficile de tout gérer au niveau d'un équipement. Donc en fonction de votre désir, en fonction des désirs de nos clients, de nos prospects, l'objectif c'est que le firewall puisse, à défaut de pouvoir assurer toutes ces fonctions, même s'il en assure une première partie, qu'il puisse aiguiller à tous les flux à destination d'une solution web, qui va de fait assurer tout le contrôle dynamique. Le contrôle dynamique des pages est donc d'avoir le contrôle le plus poussé qu'on peut trouver. Il peut, à travers la solution web, gérer également la protection des applications cloud. Et l'objectif, c'est de le faire très simplement, de le faire à travers un simple clic, à travers des templates prédéfinis et à travers une même console d'administration. Et c'est ce que se proposait de faire Forcepoint depuis le début, et c'est aujourd'hui une réalité technique qu'on va retrouver dans les différentes solutions. Pour vous donner un petit peu de visibilité, on aurait pu mettre le Next Generation Firewall au centre de ce qu'on appelle le Human Point System. Toutes ces solutions, et c'est vraiment mon désir à travers cette présentation, toutes ces acquisitions étaient vraiment faites à dessein, dans un seul dessein, c'est que, en fonction de votre objectif, si vous vous rappelez le slide d'avant, entre votre objectif de sécurité, à savoir la protection de données critiques, la protection des utilisateurs, la protection de segments particuliers de votre réseau, d'avoir la bonne architecture technique. Toutes ces solutions se déclinent en cloud, on-premise ou en hybride, mais avec finalement le même niveau de fonction, le même niveau de fonctionnalité, le même niveau de sécurité. Ce qui veut dire que par rapport à votre objectif de sécurité, l'architecture technique sera un prérequis évidemment et on saura y répondre, mais surtout vous pourrez juste vous baser et vous lancer sur la partie qualitative. La partie qualitative, c'est finalement que va m'apporter la solution. Donc toutes ces solutions interagissent déjà entre elles, ce n'est pas une roadmap, c'est quelque chose qui existe déjà, avec
un objectif qui est quelque chose qu'on va lancer et qui est déjà en bêta sur Q2, la possibilité finalement de fusionner toutes ces solutions au sein de 2 solutions particulières, ce qu'on va appeler Dynamic Edge Protection, donc le pare-feu avec toutes ses composantes dans une plateforme complètement hybride et agnostique par rapport à l'architecture que vous avez aujourd'hui, et Dynamic Data Protection. Et donc toutes ces solutions vont converger entre elles et vont fusionner, encore une fois, pour répondre à un seul objectif de sécurité. Pourquoi on s'est basé finalement sur la solution Next Generation Firewall Profile Secure pour faire le SD-WAN, lapsus révélateur? Parce qu'on pense que depuis le début, à travers le SD-WAN, un terme communément utilisé aujourd'hui sur le marché, il est étonnant, voire bloquant, de ne pas rajouter les fonctions de sécurité. À partir du moment où on ouvre des points d'accès à Internet, il paraît indispensable d'avoir des fonctions de sécurité. Et soit on va accumuler à nouveau des solutions et rentrer dans tout le schéma qu'on décrivait tout à l'heure et qui n'a pas fonctionné de fait, soit on essaye de consolider. Pourquoi? Parce qu'en consolidant, finalement, on va avoir une facilité d'administration, une meilleure gestion au quotidien, une meilleure visibilité. Et l'objectif, c'est pas que la maison dispose de 2 portes blindées avec des fenêtres ouvertes partout autour, c'est dispose d'un même niveau de sécurité quelle que soit l'ouverture. On sait que de toute façon, le niveau de sécurité s'élève forcément par le bas. Et on sait que les attaquants, et c'était valable dans le dernier rapport de l'ANSSI, vont préférer s'attaquer à des partenaires, ça a été une attaque un peu à la mode cette année, pour rebondir finalement directement chez les clients, plutôt que s'attaquer frontalement aux frontières des clients qui étaient les plus épaisses et les plus hautes. Donc l'attaquant va toujours se focaliser sur ce qu'il y a de plus faible, et c'est un peu logique, hein, et l'objectif c'est que ce qu'il y a de plus faible soit finalement complètement maîtrisé au sein d'une politique de système global. Après, derrière, il ne faut pas oublier finalement les fonctions indispensables de cette solution-là, à savoir la capacité à gérer des multiliens. Encore une fois, à travers le SD-WAN et à travers l'expérience utilisateur, on est vraiment dans le business. Donc l'objectif, c'est que l'utilisateur puisse accéder à Internet dans de bonnes conditions et voit au quotidien l'amélioration du système d'information et donc apporte de la plus-value. Le deuxième élément, c'est que tout soit simple. Donc les mises à jour, la scalabilité, quelle qu'elle soit, qui a toujours été une force de notre solution. La sécurité aussi, parce qu'on l'oublie un peu de temps en temps, c'est pas juste un élément de routage, le firewall. C'est aussi un élément, et surtout un élément qui doit faire de la sécurité. Et je reviendrai un petit peu dessus juste derrière. Le management, vous l'avez compris, la possibilité de sécuriser facilement. Les éléments majeurs de l'offre Stonesoft historique, celle qui nous a fait générer l'acquisition, c'est notamment ces éléments-là. La possibilité de migrer facilement toutes les solutions depuis une console d'administration unique et de pouvoir avoir des retours arrière qui sont directement intégrés dans le produit, d'avoir la capacité à gérer plusieurs équipes qui sont avec des versions différentes, de pouvoir tester sur un seul élément du cluster, de pouvoir avoir différents éléments au sein du cluster, donc à savoir des éléments avec des performances qui vont toutes être gérées par le mécanisme interne, sans aucun équipement externe. Donc en clair, avoir la possibilité d'assurer la scalabilité et la résilience sans mettre en péril la sécurité. Sur la partie sécurité, quand on parle vraiment de sécurité, on parle aussi beaucoup de tentatives d'évasion. Alors, vous savez, vous avez des attaques, celles sur lesquelles on se base pour finalement tester la protection de ces différents pare-feux. Maintenant, il y a un élément qui va changer complètement la donne, qui la change depuis toujours, c'est la capacité à faire de l'évasion. Donc, c'est à finalement reséquencer les paquets, en fonction des différentes couches du modèle OSI, et de voir jusqu'à quand le pare-feu va être capable de les resegmenter, de les réassembler, pour finalement laisser passer. Et on se rend compte que c'est quelque chose que le pare-feu fait très mal par définition. Encore une fois, pour des raisons de performance. Alors, je vous laisserai aller sur Internet, vous parlez d'évasion par rapport à une solution plus qu'à une autre, vous verrez un peu ce qui se passe. Et finalement, l'évasion est un moyen très simple de bypasser toutes les politiques de sécurité qu'on pensait pourtant assez imperméables. On a depuis le début un système d'inspection du flux qui permet finalement de resegmenter, qui en fait un prérequis dans l'analyse et le contrôle applicatif. Et c'est quelque chose qui finalement a toujours été mis en avant dans la solution, mais se décrète et s'affiche encore mieux en pratique finalement dans ces différentes solutions. Vous voyez ici les tableaux de bord, encore une fois une interface d'administration unique. C'est notre vision de la gestion de la sécurité. Alors on vous a mis beaucoup d'éléments évidemment, toutes ces vues sont modifiables, customisables
à l'infini et vous pouvez vous concentrer. Ce que vous voyez, c'est que finalement, vous avez une vision qui peut être une vision purement sécuritaire, une vision qui peut être liée purement à l'exploitation, une vision qui est purement liée à la partie réseau. L'objectif, c'est à travers un simple clic de pouvoir finalement avoir la bonne information au bon moment et de pouvoir avoir des reportings de sécurité qui se plongent au niveau des événements. Alors je voulais vous parler d'un cas précis d'une société qui dans l'est de la France qui finalement a fait le choix de Forcepoint, sinon je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, qui finalement, alors c'est une société de logistique, mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce que quand on parle de logistique, on voit souvent des camions et du transport, ce n'est pas forcément le cas ici. On parle plus d'une société qui finalement va stocker des éléments et va produire et construire des éléments qui réapprovisionnent sur d'autres plateformes. Ils sont présents partout dans le monde, et notamment dans des zones très exotiques où le réseau finalement est est très très cher, et finalement sur des zones qui sont assez peu inondées en termes de capacité et de capacité de réseau. Et finalement, ce qui a fait complètement la différence et ce qui a fait revoir l'architecture, c'était de mettre à disposition une application cloud, évidemment pour tous les utilisateurs et pour tous les sites internes, mais également pour les partenaires. Et l'objectif, c'était de pouvoir accéder rapidement à cette application, évidemment, mais c'était surtout de pouvoir y accéder de partout, depuis n'importe quel site, et de s'assurer qu'elle était toujours disponible. Parce que si elle n'était pas disponible, c'était des retards au niveau des livraisons et forcément un impact sur la partie business. Donc ce qu'ils ont souhaité, ils étaient vraiment sur une étude qu'on appelle communément SD-WAN, donc avec des acteurs principalement réseau. On sait qu'il y a deux approches sur la partie SD-WAN, il y a une approche qui est purement réseau, et il y a une approche qui est plus globalement sur la partie sécurité. Et donc ils étaient sur une approche réseau, ils ont fait un certain nombre de tests et ils s'étaient rendu compte que chacun de ces sites, finalement, au-delà, donc ils allaient bénéficier finalement du déploiement et de la facilité du déploiement, mais ils allaient sur la partie sécurité devoir rajouter des solutions et donc rentrer dans le même système, celui qu'ils avaient voulu quitter depuis le début, à savoir l'accumulation de briques de sécurité, l'hétérogénéité des services et finalement la difficulté à pouvoir gérer des solutions. Et ils étaient aussi très sensibles aux différentes attaques de sécurité qu'on a pu voir notamment en 2017, à savoir finalement des entreprises qui ont beaucoup des réseaux à plat, donc selon les différentes plaques géographiques avec finalement des fonctions de sécurité très différentes. Et on sait qu'une entité infectée ou potentiellement infectable va pouvoir, à travers ce réseau à plat, se propager un petit peu partout et gêner finalement à l'outil de production. C'est tout ce qu'ils voulaient éviter. Et donc, ils ont découvert Forcepoint. Forcepoint qui ne se déclinait pas comme une solution SD-WAN traditionnelle, comme une solution, ce qu'on appelle Secure SD-WAN. Et donc, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient bénéficier de toutes les capacités, à savoir à travers la solution et la fonction multi-link technologie, d'avoir la capacité à gérer tout type de liens, que ce soit des types de liens assez traditionnels, du MPLS, du VPN IPsec, de pouvoir sécuriser ces liens, mais aussi du lien 4G, et d'avoir la capacité à traiter le lien en fonction de ce qu'ils souhaitent. Avoir la capacité aussi à faire de la déduplication de paquets, donc toutes les fonctions qui permettent de passer d'un lien à l'autre et de s'assurer de la résilience et de s'assurer que l'application fonctionne bien, quelle que soit évidemment la perte et l'état du lien, mais quelle que soit aussi la congestion qui peut intervenir sur ce lien. Et surtout, ils se rendaient compte qu'à travers cette solution, ils allaient pouvoir bénéficier de toutes les fonctions de sécurité propres à la sécurisation de ces différentes extrémités. Ils souhaitaient également pouvoir gérer de la voix sur IP, donc assurer de la bande passante, c'est quelque chose qui est assez important. C'est aujourd'hui qu'on utilise tous de la voix sur IP, donc l'objectif c'était aussi de pouvoir, au-delà de l'accélération qu'on allait donner, de pouvoir assurer de la qualité de service. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, c'est un projet qui a été déployé en 2017, qui s'est déployé relativement rapidement, et eux ils ont finalement étudier aussi bien dans l'intégration que dans l'exploitation au quotidien, ce qu'ils allaient y gagner. C'est une entreprise de logistique, leur objectif, c'est pas de faire de la sécurité, c'est pas de faire non plus de l'informatique. Leur objectif, c'était de gagner du temps, de gagner en efficacité, de gagner aussi en sécurité, donc de gagner sur tous les plans. Ils ont fait ce tableau sur lequel ils communiquent régulièrement, à savoir le temps d'amélioration de l'intégration, du prestaging, mais aussi de la configuration de l'exploitation. Tout est géré aujourd'hui depuis un SOC et un centre d'administration qui gère
les différentes entités, mais ils ont pu aussi déléguer cette administration aux différents pays pour pouvoir renforcer potentiellement la politique de sécurité sans toucher la politique de sécurité globale. J'en ai fini, c'est ça aujourd'hui le pare-feu à la sauce Forcepoint, c'est vraiment des fonctions de sécurité, un aiguilleur de sécurité, mais qui est aussi au profit d'un écosystème et qui ne doit surtout pas s'arrêter à ces fonctions traditionnelles qui aujourd'hui sont complètement obsolètes dans le monde moderne avec le nouveau système d'attaquants qu'on a aujourd'hui. Merci. Personne ne vient. Si vous avez des questions. Oui. Parmi les entreprises qui livrent des solutions classiques MPLS vers SD-WAN, quel est le scénario de migration qu'on retrouve le plus? Est-ce qu'elles basculent la totalité de leur site sur des liaisons type Internet avec un équipement Forcepoint sur site? Est-ce que c'est plus de l'hybridation ou est-ce que c'est plus des sites en particulier moins critiques qui vont faire l'objet de ce type de solution? C'est une très bonne question. On a un peu de tout en réalité. Alors ça dépend beaucoup du prix des liaisons MPLS. Et donc ça dépend surtout finalement de la géographie du client. À savoir qu'en France, on va dire ce qui est, on paye relativement peu cher le coût télécom. Donc c'est rarement un driver. Le driver va plus être finalement de la consolidation des liens. On veut rarement, on est plutôt content du lien MPLS qui est mis à disposition. Et par rapport au service, à travers le SD-WAN, on voit que les opérateurs ont été très agressifs d'un point de vue prix. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être plus sur des solutions hybrides et de rajouter des éléments qui peuvent être des éléments de sécurité. Après, dès qu'on est sur des architectures beaucoup plus distribuées, c'est vrai que très souvent, ce qu'on retrouve, c'est à travers la capacité de ces différents liens et surtout la capacité d'agréger ces différents liens et de prendre en compte chaque spécificité de chaque lien. Quand le client finalement se rend compte que le niveau de service va être aussi fort que sur le lien MPLS, on arrive sur un déploiement global. Donc là, en l'occurrence, c'était vraiment un déploiement complet et global et un remplacement parfait, mais parce que cette société était présente beaucoup à l'étranger, notamment en Russie, donc sur des canaux et des opérateurs qui étaient extrêmement chers, mais ça dépend beaucoup du contexte. Et on ne pousse pas forcément un remplacement complet. L'objectif, encore une fois, c'est vraiment à travers l'offre qu'on peut proposer aujourd'hui, de proposer le bon niveau de service. Donc, on sait qu'on a une offre qui est dense et étoffée derrière. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'écouter les besoins et de répondre avec la meilleure solution. D'autres questions? Là, la solution que vous proposez, donc un UTM, est-ce qu'elle est compatible avec d'autres UTM comme Fortinet, Stormshield ou autres? Qu'est-ce que vous appelez par compatibilité? Est-ce que sur un site, par exemple, est-ce que vous utilisez en fait des protocoles qui sont propriétaires, qui sont vos protocoles, ou est-ce que c'est pour des protocoles standards? C'est que du protocole standard. Alors, sur la partie multilien que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est quelque chose qui est unique, qui est breveté, donc qui est vraiment purement lié à Forcepoint. Après, sur tout le reste, on est vraiment sur des protocoles standards. Notre objectif, c'est d'être ouvert et d'avoir les bons partenariats. On en discutait tout à l'heure, d'avoir les bons partenariats technologiques. Après, c'est vrai que par rapport à Fortinet, globalement, on n'a pas vraiment d'intérêt à travailler avec Fortinet, sachant qu'on fait la majorité de ce qu'ils font. Et sur ce qu'ils font, sur ce qu'on ne fait pas, on a d'autres partenariats, ou en tout cas, on ne souhaite pas jouer avec ce partenariat-là, mais techniquement parlant, ça serait possible. Ouais. On n'est pas vraiment ce qu'on appelle un UTM, mais à savoir que l'UTM, c'est vraiment, c'est vu historiquement comme des fonctions de sécurité amoindries pour avoir un maximum de performance et ne payer pas cher. On est vraiment sur des fonctions de sécurité qui sont, comme je disais, issues de pure players et donc qui vont avoir la bonne valeur ajoutée par rapport à ça, même si fonctionnellement, je suis d'accord avec vous, ça peut s'apparenter. Désolé, en termes de compétences chez les entreprises, est-ce que vous les trouvez pour intégrer ce genre de solution? Ou est-ce que vous proposez des accompagnements pour déployer ce type de solution? Ou est-ce que, comment dire, voilà, quel est le degré de maturité en interne chez les entreprises? Alors on a vraiment tout, on a
toutes les possibilités, à savoir qu'on vend de manière indirecte et on a des partenaires aujourd'hui à valeur ajoutée qui intègrent nos solutions. Donc en fonction de la géographie, de la typologie de compte, de l'historique que vous pouvez avoir, c'est trouver le bon partenaire. Et évidemment, on a aussi des professional services, donc des services internes, parce que vous souhaitez avoir une garantie de l'éditeur, parce que vous préférez traiter directement, qui vont pouvoir assurer ce service, mais l'objectif c'est plus de passer par des partenaires. On a des systèmes de training. Il faut savoir que sur cette solution en particulier, le training, c'est le centre de développement de la solution à Sophia Antipolis, en France. On fait les trainings là-bas, et donc c'est la petite histoire, c'est que donc la personne qui avait créé cette société, finalement, s'était pris d'amour pour la région, pour la Côte d'Azur, et donc souhaitait développer une entité là-bas. Et donc aujourd'hui, le centre de développement et le serveur d'administration et différentes captures que vous avez vues sont créés aujourd'hui à Sophia Antipolis. Merci beaucoup.